Un jour, on avait vu ce Caius Julius César, le plus prodigue et le plus éloquent des jeunes patriciens, s'arrêter devant une statue d'Alexandre le Grand et verser des larmes en la considérant. Il n'avait encore rien fait de mémorable, se disait-il, à l'âge où le héros grec avait conquis l'Asie. Dans une âme forte, ses réveils sont décisifs. César résolut de devenir le premier des Romains. Or, c'était par les armes qu'un citoyen acquérait de la gloire, s'imposait à l'admiration de tous et maîtrisait la faveur changeante du peuple qui donnait encore les honneurs et le pouvoir. César voulut d'un coup surpasser tous ses rivaux. Les Gaulois étaient réputés invincibles. Il demanda et obtint la province des Gaules pour y vaincre par la renommée de ses victoires les ennemis qu'il laissait à Rome. Il sembla tout un coup un autre homme. Ce patricien délicat, qui étonnait Rome de sa mollesse et de son luxe, se montra le plus rude soldat de l'armée, le plus vigilant des capitaines. On le vit se soumettre au régime le plus frugal, coucher en plein air sous les intempéries de notre climat, et monter comme Alexandre un cheval que lui seul avait su dompter. On admira sa prévoyance, son audace, sa force d'âme dans le péril, son habileté à profiter de la bonne fortune. La victoire, a-t-on dit, ne put se séparer de lui. Qu'il nous soit permis cependant de garder la meilleure part de notre admiration pour l'héroïsme de la Gaule vaincue, qui paya de son sang la gloire du dictateur romain. C'est peut-être un honneur pour notre pays d'avoir été le champ de bataille des victoires de César. Il ne nous console pas de la défaite d'une cause sacrée, la défense du sol national contre une injuste agression. César, du moins, paya chèrement sa victoire. Il l'a reconnu lui-même dans l'admirable récit qu'il nous a laissé de cette lutte de 8 ans. Il lui fallut conquérir pied à pied un sol opiniâtrement défendu. Les forêts du Nord, les îles et les lagunes de l'Armorique, les montagnes de l'Avernie lui opposèrent une résistance héroïque. Plus d'une fois il courut risque de la vie et un jour, au fort de la mêlée, son épée, l'épée de l'invincible César, resta aux mains des Gaulois comme un gage des grandeurs militaires que nous réservait l'avenir. Il croyait enfin la Gaule soumise lorsqu'un premier soulèvement remit tout en question. Il l'avait à peine comprimé qu'une insurrection générale éclata. Tous les peuples de la Gaule, vaincus isolément, s'unissaient enfin dans un suprême effort. C'était en 52 avant Jésus-Christ. Jamais l'occasion d'une prise d'armes n'avait semblé plus favorable. César était en Italie, de l'autre côté des Alpes, dont l'hiver fermait les passages. La terre était couverte de neige, les rivières débordées. Il semblait impossible aux Romains, privés de leur général, de se concerter, de s'unir et de tenir la campagne. Les Gaulois, au contraire, échappant à la surveillance des agents romains, s'assemblaient secrètement dans les lieux déserts. Ils y prenaient la résolution de périr plutôt que de renoncer au précieux héritage de liberté et de gloire qu'ils tenaient de leur père. Une nuit, on apporta au fond de la forêt des carnutes, sur la pierre des druides, les étendards des peuples de la Gaule, et sur ce faisceau sacré, image de l'indépendance nationale, chaque député vint jurer une haine éternelle aux Romains, un dévouement jusqu'à la mort à la patrie libre. Le réveil de la Gaule asservie fut terrible. Orléans en donna le signal par le massacre de tous les marchands romains qui avaient fait d'elle le centre d'un vaste négoce. C'était s'engager à vaincre ou à mourir. Ce défi solennel fut bientôt connu de toute la Gaule. Le soir même, la nouvelle, transmise par des cris à travers les champs et les villages, parvenait aux montagnes des Arvernes, où l'attendait impatiemment un jeune homme intrépide, Vercingétorix. La Gaule avait enfin trouvé son héros.